Bonsoir à tous, merci d'être venus ici ce soir. Alors on va vous parler ce soir du marketing digital. Donc on vous avait mis sur Facebook qu'il allait y avoir 3 intervenants. Alain Goudet et Souffrant, malheureusement il ne pourra pas être présent parmi nous ce soir, ils sont excuses. Alors je pense qu'on va commencer par une présentation des intervenants. Donc je vais les laisser se présenter. Alors oui, je suis Julie, doctorant, je suis très contente d'être là ce soir. Moi je suis sortie de Neoma en 96, donc il y a très exactement 20 ans, voilà. Et ça me fait un petit peu bizarre d'être dans cet amphithéâtre où j'avais pas remis les pieds depuis en fait, même si je suis revenue sur le campus un certain nombre de fois. Voilà, en 2 mots je me présente, donc depuis que j'ai quitté l'école, j'ai travaillé 3 ans chez Philips, 16 ans chez HP. Bonsoir à tous, donc Martin Sueur, je suis directeur du digital pour le groupe Manutan. Je travaille avec Julie, effectivement, sur tous ces enjeux liés au digital. Moi, ça fait 13 ans que je suis chez Manutan. En fait, j'ai commencé en alternance il y a 13 ans. J'ai fait beaucoup de choses différentes chez Manutan, mais toujours autour du e-commerce et du digital. Et notamment participer au lancement d'une start-up, d'un pure player, qui était dédié aux très petites entreprises, qu'on a monté de toutes pièces pour vraiment essayer d'attaquer ce segment-là. Et puis là, depuis 5 ans, je suis plutôt focalisé sur toutes les filiales du groupe pour les accompagner dans leur transformation et notamment sur tout l'aspect du e-commerce. Donc on va commencer cette conférence par la première partie. Donc on va plutôt traiter de l'évolution de l'environnement marketing face à la transformation digitale. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveaux comportements de consommation? Parler à des jeunes qui sont nés avec le digital, des changements de comportement de consommation, je trouvais ça un peu étrange, parce que finalement c'est vous qui êtes le mieux placé pour en parler, je pense. Et donc du coup j'avais envie de repartir un petit peu en arrière parce que pour vous dresser un peu le tableau de là où on est parti en fait. Il y a eu une transformation qui a été très rapide finalement de l'environnement de la distribution. Et donc on est passé moi quand j'ai commencé à travailler, j'étais commerciale dans la grande distribution. Et à cette époque-là, dans la grande distrie en France, il y avait 3 acteurs, je simplifie un peu, Auchan, Leclerc, Carrefour. Et puis dans l'IT, il y avait Darty, la Fnac, Boulanger. Et c'était tout. Et ils étaient sur des zones de chalandise bien spécifiées. Et ils étaient en concurrence, il y avait 4-5 magasins en concurrence les uns avec les autres. Et ils étaient visités par des commerciaux. Et le client, quand il voulait acheter un produit, il regardait son catalogue dans sa boîte aux lettres qu'il avait reçu pendant le week-end. Il regardait les offres des différents magasins et il allait en magasin chercher son produit. Martin, je ne sais pas si tu veux... Je pense que tous ces changements-là aussi, c'est qu'avant il y avait des réflexes. Pour aller effectivement acheter ma machine à laver, j'allais dans le magasin qui était pas loin de chez moi. Manutan, nous historiquement on a un catalogue, un très gros catalogue, qui était considéré comme une bible. Donc quand je ne savais pas où trouver un produit, j'ouvrais le catalogue Manutan. Et c'était un peu ça, fondamental. Tous ces modèles-là étaient basés sur des réflexes qu'avaient les gens. Et du coup, tout le business model était construit autour de ça. Donc finalement, le plus gros investissement marketing de Manutan, c'était de construire ce gros catalogue et de l'envoyer à un maximum de personnes. Et quand Internet est arrivé, fondamentalement, quand les gens avaient besoin d'un produit, ils allaient sur Google plutôt que d'aller chez Manutan. C'est normal parce que je vais avoir beaucoup plus de choix. Et là, c'est tout un business model qui s'écroule. Le meilleur exemple, c'est la Redoute et les 3 Suisses. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais 3 Suisses c'est quasiment terminé. Et alors qu'il y a 10-20 ans, c'était des marques extrêmement puissantes. Et dans les nouveaux comportements, dans ce que ça engendre en fait, en termes de nouveaux comportements, de changements dans la façon de choisir les produits, il y a quelque chose qui est devenu un incontournable qui n'existait pas il y a quelques années, c'est tout ce qui est revue et avis des autres. Sur Internet, c'est vrai que quand on cherche un produit, quand on consulte, on attache une importance très forte aux notes qu'on va trouver, qui vont être données au produit.
Du coup, la deuxième question, quels sont les nouveaux canaux de distribution et les nouveaux outils, quelles sont leurs spécificités? Dans les canaux de distribution, un des premiers effets, ça a été que il a fallu interconnecter les différents canaux. Donc il y a eu un moment où on avait la Fnac, c'était des magasins, et puis il y avait Cdiscount, qui était un pure player. Et il y en avait un qui disait, moi j'ai des magasins, venez voir mes vendeurs, ils sont qualifiés, vous pouvez voir les produits, vous pouvez les essayer, voilà. Et puis il y avait le nouveau venu Cdiscount qui disait, c'est moins cher chez moi, en plus c'est super pratique, vous pouvez choisir vos produits en restant chez vous et ça vous coûte moins cher. Et de là, en fait, ils ont été obligés, les magasins, pour une question de prix essentiellement, de réfléchir à des nouvelles stratégies. Et en fait, petit à petit, ils ont développé des ponts entre les différents canaux de distribution. On appelle aujourd'hui le cross-canal, l'omnichannel, qui est devenu une norme sur le marché et qui est indispensable pour n'importe quel distributeur, y compris dans le B2B aujourd'hui. On ne réfléchit plus qu'en cross-canal, mais ça n'a pas été une transformation facile. Après, je ne sais pas si c'est un canal de distribution, mais je pense que toutes les logiques de plateforme où on met en relation, on parle de C2C, où on se met ou des plateformes type Uber ou Airbnb qui finalement sont que des plateformes où on va mettre en relation des gens qui ont quelque chose à donner et d'autres qui en ont besoin. Donc les Blablacar, etc. On parle beaucoup de plateformisation de tout ça. Je pense que ça, il faut aussi le voir un peu comme un canal de distribution parce que fondamentalement, la manière dont on vend un produit, il y a peut-être quelqu'un qui va permettre de le louer ou de le prêter ou de le troquer. Là-dessus, on voit que le Bon Coin, c'est énorme, hein, c'est aussi une plateforme. C'est un modèle historique, la petite annonce, mais je pense que ça aussi, ça pousse aussi à réinventer son marketing. C'est comment je réutilise quelque chose ou finalement de sortir de la logique de consommation pure et dure. Et on voit qu'il y a des modèles qui commencent à exploser autour de ça. Et c'est des modèles qui se mondialisent en plus extrêmement vite. C'est-à-dire que du coup, Uber est devenu mondial extrêmement vite, Airbnb est devenu mondial extrêmement vite, Blablacar est en train de se mondialiser extrêmement vite, parce que fondamentalement, c'est une techno, et qu'après, ils ont l'ensemble des techniques pour faire venir du monde dessus. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui va plutôt traiter des stratégies marketing qui sont actuellement mises en place. On a remarqué récemment que nos données personnelles étaient de plus en plus intéressantes pour les marques, pour pouvoir mettre en place des stratégies. En quoi le Big Data est devenu nécessaire pour les marques actuellement et quelles sont les données que les entreprises recherchent? Une chose est sûre, il y a une explosion des données. Ça, c'est certain, parce qu'il y a une explosion des transactions, une explosion des connexions, et donc une explosion des données. C'est vraiment exponentiel. Et pour les marques, c'est sûr, pour les industriels, pour les distributeurs, c'est des données qui sont précieuses, qui ont beaucoup de valeur et qui doivent être exploitées. Maintenant, c'est compliqué de les exploiter, surtout dans le grand public, parce que dans le grand public, on touche des millions de personnes, et de structurer la donnée, c'est extrêmement, extrêmement compliqué, et comme le disait Martin, il y a très très peu d'entreprises finalement qui le font. Quand on va à des conférences où on parle de Big Data, de DLP, de tous ces sujets-là, les agences en général présentent des solutions magiques extraordinaires, et puis à la pause, on se parle tous entre nous en se disant toi tu fais quoi, et on se rend compte qu'on est tous un peu pareils, avec les mêmes problématiques. Chose à faire, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, c'est de savoir, de définir exactement dans la stratégie de l'entreprise ce qu'on cherche à faire, comment, qui est notre client et qui on veut cibler. La deuxième chose, c'est de travailler avec l'IT, parce que c'est l'outil informatique qui va permettre de mettre en place les bons systèmes.
Et puis l'autre point, et je vais peut-être laisser Martin en parler, c'est le fait d'y aller étape par étape. De ne pas vouloir faire la guerre des étoiles tout de suite, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que la question du big data, en fait, déjà, je ne sais pas si vous savez, ça a été inventé par Google, qui a été la première boîte confrontée à devoir stocker des milliards d'informations. Et donc, ils ont développé leur propre technologie de base de données pour pouvoir être capable de faire ça et pouvoir être capable d'avoir un moteur de recherche qui répond en quelques secondes. Et du coup, les ingénieurs de Google ont publié en open source, donc de manière libre, cette technologie-là. Alors, pas la même technologie que ce qu'ils utilisent, en gros, leur recherche 2-3 ans avant. Et du coup, c'est juste une techno qui permet de stocker beaucoup d'informations. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça solutionne aucun problème. Ça répond à certains enjeux, mais ça ne solutionne pas tout. Après, il y a des boîtes qui sont arrivées, qui ont mis de l'algorithmie pour pouvoir analyser ces données de manière intelligente. Et du coup, qui ont créé des algorithmes statistiques qui permettent effectivement d'analyser cette donnée-là de manière sans avoir à le faire manuellement. Et c'est là où il y a le métier de data scientist qui est arrivé, parce que ces algorithmes, ils ne se font pas tout seuls. Il y a besoin d'avoir des statisticiens qui mettent en place des choses qui vont mettre en place des modèles statistiques qui vont après être codés et qui vont aller requêter ces fameuses énormes bases de données pour pouvoir faire ça. Et du coup, ça rejoint exactement le point que disait Julie, qui est que c'est super, on peut avoir des milliards de données, on peut avoir des super data scientists, mais la question c'est bien qu'est-ce que je cherche à savoir, qu'est-ce que je cherche à faire. Manager sa e-réputation, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup de commentaires. Maintenant, on peut même écrire au CMO de n'importe quelle boîte sur Twitter pour dire qu'on n'est pas content parce que son produit tombe en panne. C'est quand même pas facile à gérer quand on vend des millions et des millions de produits, qu'on est une grande marque mondiale. Ça demande énormément de réactivité, ça demande des ressources aussi, parce que ça ne peut pas se gérer encore, tant qu'on n'a pas l'intelligence artificielle complètement développée, ça ne peut pas se gérer avec des robots encore. Les grosses marques qui ont des gros problématiques de service client, des marques comme Air France par exemple, ils jouent vraiment la carte de la transparence, c'est-à-dire qu'ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils jouent là-dessus, ils mettent vraiment des ressources dessus qui répondent très vite. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez des problèmes avec les compagnies aériennes, plutôt les solliciter sur les réseaux sociaux, vous avez des délais de réponse qui sont bien meilleurs, parce qu'ils ont vraiment pris ce virage-là. C'est vrai que nous, en B2B, moins le problème. Ça passe encore plutôt par les canaux traditionnels, mais effectivement, ça augmente énormément. Et moi, ma conviction, c'est que c'est les médias qui sont le plus aujourd'hui touchés. La télé notamment, les journaux aussi, bien sûr. Parce que pour moi, ils n'ont toujours pas retrouvé le modèle. On prend une marque comme TF1, qui vend de la pub à la ménagère de moins de 50 ans. Très sincèrement, ils n'ont pas trouvé leur nouveau modèle, il y a des menaces partout, c'est-à-dire que les gens regardent de moins en moins la télé, il y a des Netflix qui arrivent, il y a Amazon aussi qui a son offre type Netflix qui va arriver en France. Donc pour moi, je trouve que les médias sont encore le secteur qui n'ont pas du tout su se réinventer, comme le retail effectivement. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin dans le retail, mais au moins ils ont trouvé un peu leur voie. Les médias pas du tout. Et je trouve qu'effectivement, on voit, notamment les journaux sont totalement subventionnés, ils perdent de l'argent. Et la télé, à mon avis, on voit que les parts d'audience de la télé baissent constamment. Et je trouve qu'ils ne sont pas très actifs pour résoudre ce dilemme-là. Tout à l'heure, vous avez parlé des nouveaux métiers. Je voulais savoir, en termes de salaire, est-ce que le marketing digital paye mieux que le marketing traditionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de postes, il y a de plus en plus de personnes formées autour. Il y a des écoles de coding qui ouvrent, il y a des écoles, il y a des post-bac de marketing digital. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de différence de salaire. Maintenant, je n'ai pas un benchmark du marché, donc à vrai dire, j'en sais rien. Moi, je pense qu'à partir du moment,
c'est des métiers qui sont assez demandés, donc après ça va dépendre, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande qui va régir tout ça. Mais je pense qu'il y a un salaire moyen en sortie d'école et qu'on commence sur un job digital ou sur un job de vente. À mon avis, c'est à peu près la même chose, quoi. Enfin, oui, je pense que les gens qui sont seniors, qui ont pas mal d'années d'expérience, effectivement, vu que le digital maintenant touche partout, tout le monde veut faire du marketing digital, même les marques qui n'en faisaient pas avant. Du coup, effectivement, il y a une pénurie de talents, de gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. Donc effectivement, ces profils-là, ils sont survalorisés par rapport à des profils qui feraient un métier similaire, mais qui n'est pas digital. C'est comme les data scientists. Vous êtes un data scientist qui a 5 ans d'expérience, c'est sûr que vous allez avoir des niveaux de salaire, en tout cas aujourd'hui, qui sont très importants. C'était bien la première, la plus difficile. Comment le marketing digital essaie de répondre aux personnes qui essaient de se prémunir du tracking avec style Quant, Adblock? Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont recherchées pour quand même réussir à les toucher, ou cette part de marché-là va rester à haut marché? Toute la question des adblockers, elle est quand même en train de revenir. Donc déjà, il y a des sites que vous ne pouvez pas visiter si vous avez des adblockers. Donc qui ont dit, non mais de toute manière, nous, notre modèle, c'est la pub. Donc si vous ne voulez pas avoir de pub, vous ne venez pas sur notre site. Et les adblockers eux-mêmes signent des deals avec Google, etc. pour laisser passer une certaine partie de la pub là-dessus. Parce que, en fait, ils ont aussi besoin de gagner de l'argent, ces gens-là. Et donc, là-dessus. Moi, je pense que j'entendais le patron d'une agence de pub parler des adblockers qui disait, nous, on voit ça comme une opportunité parce qu'on pense que ça pousse nos clients à créer de la pub qui est vraiment à valeur ajoutée, que les gens vont prendre plaisir à consommer. Et Quant, par rapport au tracking, là, par contre, pour les références. Alors, effectivement, toute la question du tracking parce qu'il y a effectivement ce type de solution-là, mais il y a aussi effectivement toute la législation qui devient de plus en plus dure autour de ça. Effectivement, on va perdre, je pense qu'on va arriver à un moment donné où on ne pourra plus tout traquer, on ne pourra plus le faire de cette manière-là, et là, ça poussera à réinventer des nouveaux modèles. Par rapport à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur les casques et la réalité virtuelle, etc., d'après vous, il faudrait combien de temps pour qu'on puisse créer un vrai moyen de communication pour les entreprises, que un consommateur utilise, par exemple, pour les voitures, pour les gens des voitures de données, il va choisir sa voiture via ces moyens? Moi, je ne suis pas devin, mais pour travailler avec une start-up notamment qui bosse beaucoup là-dessus, lui, ce qu'il dit, c'est que la réalité augmentée, la réalité virtuelle sera vraiment mass market d'ici 18 mois. Notamment parce que les acteurs très puissants, comme Facebook par exemple, investissent massivement là-dedans et ont énormément à gagner à être les premiers à être là-dessus. Donc, et on voit déjà beaucoup de marques. Je ne sais pas si vous avez été au Mondial de l'Auto, mais au Mondial de l'Auto cette année, la réalité virtuelle était quasiment sur tous les stands. Mais du coup, comme vous avez expliqué, c'est des choses qui vont en avant dans cette technologie virtuelle, c'est l'engouement qui est auto-excitation, parce que c'est une nouvelle technologie. Dans quelques années, quand ce sera banalisé, que ce sera un peu évident pour tout le monde, cette technologie de réalité virtuelle, etc., est-ce qu'elle aura peut-être un peu moins d'impact pour les éditeurs quand ce sera implémenté? C'est comme le smartphone en fait. Maintenant, quand on dit technologiquement un smartphone, ça me paraît c'est une technologie totalement massive, et on voit bien même les constructeurs, avec Apple en premier, qui ont du mal à innover, à réinventer là-dessus. Donc, par contre, les usages qu'on en fait sont encore totalement à inventer. Et on voit qu'en fait, les plus grosses révolutions sur le mobile, c'est ce que disait Jules, c'est pas le hardware, c'est ce qu'on en fait. Donc la réalité virtuelle, l'enjeu, effectivement, le premier enjeu, c'est que l'équipement soit pas cher et soit adopté par les consommateurs, et après, c'est tout l'usage qu'on va en faire. Bon, merci beaucoup pour votre attention, pour être resté jusqu'au bout. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Et à une prochaine fois.